Point final, excellent après-midi à tous et à chacun. Le 5G de MTN qui met tout le monde d'accord est maintenant disponible à Bassam, Yamoussoukro, Bouaké, Bondoukou, Korogo, San Pedro, Soubré, Gagnoa, Taloa et bientôt partout en Côte d'Ivoire. Tapez étoile 123 étoile 6 dièse pour choisir votre forfait. Sept projets de loi adoptés à l'Assemblée nationale. Parmi ces projets, celui autorisant le président de la République à ratifier des conventions internationales. Juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire est une prérogative que le statut de Rome reconnaît aux autorités ivoiriennes. Information donnée par la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, au cours d'une conférence de presse. Le recours à 2 applications informatiques au Mali pour pallier les insuffisances de la carte d'électeur. Dans une semaine, les Maliens se rendront aux urnes pour élire le président de la République. 14% de la population ivoirienne touchée par la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Cette maladie consanguine fait sans grand bruit beaucoup de victimes dans notre pays. Comment se fait la prise en charge? Pour en parler, un invité, le professeur Kofi Gustave, président de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Bienvenue à tous dans votre édition. Les populations d'Anyama, de Bétié, de Doropo et du Tiologo sont aux urnes depuis ce matin pour les municipales et régionales. Dans la région du Tiologo, selon nos reporters de RTI Bouaké, le scrutin a débuté effectivement à 7 h, mais ce n'était pas la grande mobilisation devant les bureaux de vote. À Bétié, par contre, à 12 h 30, le taux de participation était estimé à 42%. Pour se rendre compte du bon déroulement de ces élections partielles, le président de la CEI a visité ce matin les bureaux de vote à Anyama. Les premières tendances seront connues dans la soirée. 7 projets de loi ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Les députés ivoiriens réunis en séance plénière ont adopté, entre autres, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier des conventions internationales. Le point avec Léon Bro.
Ça y est, la Côte d'Ivoire désormais au scanner de la communauté internationale, du moins africaine, en ce qui concerne notamment les bonnes pratiques de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle doit également assainir son milieu des affaires, adapter son système de production des données statistiques aux besoins internationaux de développement. L'Assemblée nationale a émis son avis favorable à ce vendredi, autorisant ainsi le président de la République à ratifier 4 conventions internationales, dont une pour la redynamisation du Conseil de l'Entente. Les députés ont également voté la loi portant code des postes pour la relance du secteur, la sécurité et la sûreté des activités postales, en plus de la loi modifiant le budget 2013 de l'État à la hausse de 69 milliards de francs CFA. Le gouvernement a fait une prévision. Le gouvernement a décidé de faire une réaffectation de ses ressources. Le gouvernement vient donc demander à l'Assemblée nationale de donner l'autorisation pour que ceci soit effectif. C'est ce qui a été fait. Ces 69 milliards à des projets qui sont prioritaires. Il y a l'école, notamment l'université. Vous avez l'agriculture. Vous avez vu qu'on vous a parlé de la riziculture. Je voudrais juste m'arrêter au niveau de ces 2 projets pour vous dire qu'on a fait une ventilation de ces 69 milliards sur des projets prioritaires. La 7e et dernière loi prise par l'Assemblée nationale à sa séance plénière de ce vendredi vise à protéger les populations et l'environnement contre les déchets toxiques émanant de l'énergie, du nucléaire et des substances qui en dérivent. Cette loi énonce le cadre légal d'exercice de toute activité à base de produits radioactifs, par exemple. Les résultats des examens à grand tirage connus, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique fait le bilan, un bilan jugé satisfaisant selon la ministre Kandia Camara qui a demandé l'implication de tous les acteurs pour la réussite de l'année scolaire 2013-2014 dont la rentrée est fixée au 16 septembre prochain. Evelyne Débat pour plus de détails. 67,03% pour le CPE. 40,17% pour le BEPC et 33,58% pour le bac. Tels sont les résultats de l'année scolaire 2012-2013, des résultats nettement meilleurs à ceux de l'an dernier. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui salue tous les acteurs du système éducatif pour ces résultats, définit les priorités de l'année scolaire 2013-2014. Bon environnement apaisé, maintien du dialogue entre le ministère et les partenaires de l'école, notamment les différents syndicats, respect du canton moraire par les enseignants, respect de la progression au niveau du programme, achèvement du programme, démarrage effectif des cours le lundi 16 septembre 2013. 40 collèges de proximité sont en construction, dont 14 seront ouverts cette année, a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, qui précise que pour l'année scolaire 2013-2014, l'enveloppe du programme présidentiel d'urgence se lève à 12 milliards de francs CFA. Accusé d'avoir distribué le BEPC et le bac à des ex-combattants, Kandia Camara est formel. Nous n'avons pas reçu de liste d'ex-combattants. Nous n'avons pas autorisé des ex-combattants à compétir à ces différents examens. Au terme d'une visite technique de 48 heures qu'elle effectue en Côte d'Ivoire, hier, Fatou Bensouda a animé une conférence de presse. Fatou Bensouda a indiqué que vouloir juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire est une prérogative que le statut de Rome reconnaît aux autorités ivoiriennes. Michel Digré. À l'entame de sa conférence de presse, la procureure de la CPI a fait le point de l'audience de confirmation ou non des charges contre Laurent Gbagbo tenues au mois de juin dernier. Ce n'est pas le moment de déterminer qu'une personne est coupable ou pas. C'est juste le moment de dire si l'affaire doit aller en procès, c'est-à-dire au niveau suivant. Et les juges peuvent faire 3 choses selon les statuts. Ils peuvent confirmer les charges sans demander autre chose au procureur. Ils peuvent rejeter les charges. Ou alors ils peuvent demander des informations complémentaires. Et c'est ce que 2 sur les 3 juges ont demandé, avoir des informations complémentaires.
Fatou Bensouda a déclaré que sa visite de travail lui a permis de rencontrer les autorités ivoiriennes, les associations des victimes, ainsi que ses services d'enquête basés en Côte d'Ivoire qui continuent de récolter sur le terrain des éléments d'information qui serviront au procès. L'autre chose que nous faisons, c'est continuer de chercher des informations complémentaires au cas où. Parce que vous devez aussi vous rappeler que pendant que le bureau du procureur fait ses enquêtes, nous pouvons continuer de chercher des informations jusqu'au procès. Alors même si nous n'avons pas besoin de ces informations-là à ce moment précis, nous en aurons besoin pendant le procès. Il est donc important pour le bureau de consolider l'affaire. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai effectué cette mission, pour être capable de consolider, de déployer mon équipe sur le terrain. La procureure a également rassuré les uns et les autres sur l'impartialité de la Cour pénale internationale. Dès que le juge de la Cour pénale internationale décideront sur la base de la loi et des preuves présentées par mon bureau de demander l'arrestation et la remise à la Cour d'un autre suspect, peu importe son nom, son rang, son parti politique ou n'importe quelle autre considération. Le gouvernement ivoirien devra respecter ses obligations et remettre cette personne à la Cour pour qu'elle réponde de ses accusations devant la justice. Bensouda a enfin reconnu la lenteur de la justice internationale. Il faut laisser la justice faire son travail et prendre le temps voulu pour le faire bien, a-t-elle conclu. Un ultimatum de 3 mois vient d'être donné aux hommes d'Amadé Ouremi pour libérer la forêt classée du Mont Peko qu'ils continuent d'occuper illégalement. C'est une injonction du ministère en charge de la Défense. Le témoignage de Mamadou Kwasi. En se rendant dans la forêt classée du Mont Peko, située à 25 km de Diokwe, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, avait un message du gouvernement à l'endroit des populations du campement créé par Amadé Ouremi, ancien chef milicien arrêté courant mai 2013. Il faut désarmer tous ceux qui ont des armes ici. Je leur donne 1 mois. S'ils ne déposent pas les armes, nous allons les arrêter, fouiller toutes les maisons. Deuxièmement, vous allez évacuer les forêts. On va vous donner 3 mois, le temps de faire les bagages. L'État va reprendre son espace. Paul Kofi Kofi a également annoncé que passé ces délais, les forces ivoiriennes investiront toutes les forêts pour des fouilles et que tout contrevenant sera arrêté, traduit devant les tribunaux. Les mesures du gouvernement ont rencontré l'adhésion de ceux qui occupent encore illégalement la forêt classée du Mont Peko. Ce que l'État veut, c'est ça qui sera. Nous, on n'a pas d'autre parole pour refuser les défensiers. Après la forêt classée, Paul Kofi Kofi et sa délégation sont rendus à Bagowo, à une dizaine de kilomètres du campement de Amadé Ouremi. Le ministre en charge de la Défense a félicité les populations pour le calme observé à l'endroit des habitants du campement d'Amadé Ouremi, à l'annonce de l'arrestation de ces derniers. À leur tour, la population salue les mesures prises par le gouvernement et ont promis d'accueillir les occupants du Mont Peko sur leur terre, dans la paix et dans la fraternité. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, porte à l'attention des populations ivoiriennes que la double cérémonie de baptême de la 67e promotion sortante des enfants de troupes et de distribution de prix initialement prévue pour se tenir le lundi 22 juillet 2013 à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Benjerville est reportée au vendredi 26 juillet 2013 à 8 h. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire s'excuse pour les désagréments causés par le report de cette importante cérémonie militaire. En Côte d'Ivoire, la journée de la population a été célébrée à Soubré autour du thème « Les grossesses d'adolescentes ». Pour marquer l'événement, plusieurs messages de sensibilisation à l'endroit de la population pour dénoncer les grossesses précoces et les mariages forcés. On le disait à l'instant que c'est la ville de Soubré qui a abrité la célébration de la journée mondiale de la population. La ville n'a pas été choisie par hasard. À Soubré, le phénomène des grossesses précoces gagne du terrain. Le point avec Chantal Akandan. En Côte d'Ivoire, une fille sur 3, dont l'âge varie entre 15 et 19 ans, a un enfant, voire même 2. À l'intérieur du pays, la situation est encore dramatique. C'est le cas de Soubré.
D'ailleurs, c'est ce qui a motivé le choix de cette ville pour célébrer la journée mondiale de la population. Ce jour-là, moi-même, je ne sais pas ce qu'il faisait même. C'est dans ça maintenant, je suis tombée enceinte. Parce que je ne voyais pas mes monstrues, ça fait de ça. Enceinte dans 2 mois. Je regrette, mais je vais garder mon bébé. Les victimes de grossesse précoce sont nombreuses, une situation qui préoccupe les parents. J'ai 5 enfants. Nos enfants de maintenant, là, on ne peut pas les attraper. C'est-à-dire quand tu fais un tour net, ils glissent et puis ils s'en vont. Donc c'est difficile. Mais il faut causer avec ta fille comme une camarade, une amie. Là, tu peux lui donner des conseils. Sinon, une fille à l'âge de 14 ans, 15 ans, avoir un petit ami, c'est pas normal. J'ai 8 enfants. Tous mes enfants vont à l'école. Moi, je veille sur mes enfants pour ne pas qu'ils sortent. Mes filles m'écoutent. Les indications que je les donne, bon, ils m'écoutent bien. Le phénomène gagne du terrain et la proportion d'âge de 12 à 19 ans inquiète les responsables d'école. Les jeunes filles vivent dans des conditions difficiles. Elles n'ont pas de nourriture, donc elles sont obligées de se prostituer. Elles peuvent vivre avec des garçons parce qu'elles quittent le campement avec des jeunes garçons. Les parents viennent, ils louent les chambres à Soubré. Les jeunes filles et les jeunes garçons dorment dans le même studio. Donc vous voyez ce que cela peut provoquer. Ce qu'il serait souhaitable, c'est que nous ayons une plateforme opérationnelle pour qu'ils puissent prendre la jeune fille en charge pour son maintien à l'école. À l'origine de ces grossesses précoces, la pauvreté selon les populations. Pour le service de santé scolaire et universitaire, il faut multiplier la sensibilisation sur le terrain. Cette année, au total, j'ai eu 63 cas. C'est 63 cas de grossesse qui sont passés devant moi ici, que moi-même j'ai vu, j'ai enregistré, j'ai fait des certificats de grossesse. L'âge varie entre 12 et 21 ans. La majeure partie de ces enfants-là ont leurs parents qui se trouvent dans les campements. Les sensibilisations, on en fait tellement. On fait beaucoup de sensibilisation. Cette année, sur peut-être 10 sensibilisations, 8 étaient sur les grossesses en milieu scolaire. 63 cas, pour moi, c'est encore élevé. Il faut que nous continuions à sensibiliser encore. Et puis maintenant, c'est d'enseigner aux enfants les méthodes contraceptives aussi. Message soutenu par le maire qui a décidé de prendre des dispositions. Je crois que ça va pousser les communautés et les chefs de famille à être plus regardants au niveau des enfants, surtout les jeunes filles qui sont à l'âge d'aller dans le collège et qui n'ont pas de tuteur. La mairie finance les activités des écoles de formation féminine, il y a IFEF, et puis à l'école Notre-Dame du Calvaire, des sœurs, qui, n'est-ce pas, des écoles qui forment ces filles à la couture, à la pâtisserie. Comme ça, ces filles, quand elles auront de quoi faire, elles vont donner dos à la prostitution, qui est un danger qui guette pratiquement toutes les filles. La mairie va envisager construire des internats, va mettre ça à moins de coût à la disposition des parents pour qu'ils puissent recevoir une bonne éducation, ne pas qu'ils soient laissés à eux-mêmes dans la ville en train de faire n'importe quoi. Il est temps pour les acteurs du système éducatif, pour les populations et parents d'élèves de tirer la sonnette d'alarme. Double cérémonie de remise du prix d'excellence aux meilleurs agents de la CNPS. C'était aussi l'occasion de dédicacer 2 ouvrages sur la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé-Blé. Une belle ambiance a marqué la désignation du super prix de l'excellence de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Madame Kadé Nekodé Mireille, désignée auparavant meilleur agent de structure déconcentrée, officie à l'agence de la protection sociale du plateau à Abidjan. J'ai toujours fait mon travail avec l'amour. J'aime me mettre au service des assurés. Quand un assuré a un problème, je ne cherche pas à savoir si je connais l'assuré ou bien si nous sommes parentés. Je fais le travail correctement, sans demander quelque chose, sans attendre quelque chose en retour. Ont été également primés pour valoriser la performance et l'exemplarité, le meilleur agent de structure centrale, le meilleur manager et la meilleure structure. La CNPS était à la fête également avec la cérémonie de dédicace de 2 ouvrages ce même jour.
La CNPS a plus de 50 ans au service de la protection sociale. Écrit en collaboration avec Barouan Kipré Edmé, un ancien de la boîte, propose aux lecteurs les tests et les acteurs de terrain qui ont guidé le développement de la CNPS depuis 1956. Second ouvrage sur la route de la sécurité sociale. Traoré Adama Moussa, son auteur, ancien de la CNPS et actuellement à la présidence de la République, fait remarquer que la sécurité sociale est un choix de société qui peut transformer les vies et les espérances de millions de personnes. La SCAD sensibilise les populations, les étudiants et les citoyens à l'éducation et à l'environnement. C'était au cours d'une rencontre. Les détails avec Honorine Aingori. Selon l'Académie des sciences, de la culture, des arts et des diasporas africaines, de 12 millions d'hectares de forêts denses, la Côte d'Ivoire est passée à 2 millions d'hectares en 2012. En plus de la pollution accélérée des eaux et des villes par toutes sortes de déchets domestiques, industriels et même toxiques, sans oublier l'érosion côtière, qui sont entre autres des défis environnementaux à relever. Comme solution, le conférencier professeur Jean Biemi, secrétaire du domaine des sciences naturelles à l'ASCAD, préconise d'abord le changement de mentalité, ensuite la modernisation de l'agriculture traditionnelle, la promotion de l'environnement et le développement durable dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux. Nous voulons donc que les intellectuels ivoiriens, les scientifiques ivoiriens prennent à cœur le problème de notre environnement, les conditions de notre évolution, pour que nous puissions d'abord vivre dans un environnement sain et que nous laissions aussi à nos descendants, normalement, un pays propre qui vaut la peine d'y vivre. Message bien perçu par les participants qui comptent mettre en pratique les conseils reçus. Il manque en tout cas une véritable volonté, une véritable fermeté des décideurs. Chacun devrait prendre conscience et adopter des attitudes responsables. La balle est dans le camp de tout citoyen, de vraiment respecter les règles qui ont été établies dans la protection de l'environnement. L'Académie des sciences, de la culture, des arts et des diasporas africaines a sensibilisé 824 enseignants, 107 200 élèves, 83 groupes et 65 établissements secondaires et universitaires à préserver leur environnement pour le bien-être des populations ivoiriennes. La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité récemment un colloque initié par la CDVR, colloque qui a été marqué par le point de presse de Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Regardez. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, a pendant plus d'une heure échangé avec la presse sur le processus de réconciliation en cours. Pour le président de la CDVR, Charles Konambani, la réconciliation en Côte d'Ivoire est l'affaire de tous. La réconciliation doit être participative, pas construction, ai-je dit. Nous allons construire le processus pour que tous les Ivoiriens puissent y participer. Autant que possible, les Ivoiriens doivent donner leur avis, doivent être consultés. Voici les principes essentiels. Dans moins de 3 mois, prendra fin la mission de la CDVR. Son président nous parle de l'avenir de cette institution. A priori, puisque on nous dit de faire quelque chose de précis, alors peut-être que pour la réalisation des missions précises, peut-être que 2 ans suffiront, peut-être que 2 ans ne suffiront pas. On va faire ce qu'on pourra, étant entendu que dans ma philosophie à moi, il faut faire le maximum, il faut même faire tout pour achever d'accomplir ce qui est donné, ce qui vous est demandé dans le temps auquel on vous a demandé de travailler. Et nous ferons le rapport. Nous ferons le rapport et l'autorité qui a signé l'ordonnance appréciera. Après le colloque de Yamoussoukro, la CDVR mettra bientôt le cap sur les prises de déposition et les enquêtes. Les audiences publiques, tant attendues, suivront plus tard.
Les fidèles catholiques témoignent leur reconnaissance au cardinal Ben Agré pour ses nombreuses actions en faveur de la religion chrétienne en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion des 60 ans de sacerdoce du cardinal Ben Agré, célébré hier à l'église Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody Angré. Eman Niamien. La paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré prise d'assaut par des fidèles chrétiens catholiques. Venus des 4 coins du monde, ils sont venus célébrer le jubilé de diamant de Bernard Cardinal Agré. Tous ont tenu à témoigner leur gratitude au deuxième cardinal de l'église catholique ivoirienne. À cette célébration, les intervenants n'ont pas tari d'éloges à celui qu'ils qualifient de pasteur des hommes et visionnaire de Dieu. Un homme selon eux qui aura marqué des pages capitales de l'église ivoirienne, celle de la sous-région, de l'Afrique tout entière et de l'église universelle, sans oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bernard Cardinal Agré fête, en plus de ses 60 ans de sacerdoce, ses 45 ans d'épiscopat. Il dit simplement merci à son Créateur pour tout ce qu'il a fait pour lui dans l'accomplissement de sa mission. Le Seigneur m'a permis de vivre comme ça et que je souhaite que beaucoup me suivent et me dépassent en âge et en œuvre. C'est ce que je souhaite. Et pour la Côte d'Ivoire, que les gens commencent à se regarder avec un œil positif et qui prient. En plus des hommages dont il a bénéficié, Bernard Cardinal Agré a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'Église catholique dans le monde. Le dimanche prochain, les Maliens se rendront aux urnes pour élire le président de la République. Mais où voter? Impossible de le savoir si l'on se fie à la carte d'électeur. Pour pallier ces insuffisances, 2 applications informatiques ont été développées. Elles seront vulgarisées les jours prochains pour permettre aux 7 millions d'électeurs d'être situés sur leur lieu de vote. Envoyé spécial au Mali, Sylvie Touré. Les technologies de l'information et de la communication au secours des électeurs maliens. Une solution est mise en place pour retrouver le lieu et le bureau de vote de l'électeur via SMS. Une autre solution donne les mêmes informations à l'aide de la carte NINA. Lorsque nous lisons, par exemple, celui-là, nous voyons de manière instantanée la personne s'afficher sur l'écran. En bas, on voit le bureau de vote et le lieu de vote, qui est le bureau de vote 23. Et le lieu de vote, c'est l'école de Faladje Sokoro. Des solutions pour pallier les insuffisances de la carte NINA. L'objectif d'une telle opération, c'est vraiment d'aider la population à pouvoir retrouver leur lieu de vote et leur bureau de vote, afin d'augmenter en fait le taux de participation le jour du vote. Parce que nous avons constaté que cette année, on a une spécificité qui est la carte NINA, sur laquelle il n'y a vraiment pas le lieu et le bureau de vote qui est indiqué dessus. NINA, c'est le numéro d'identification nationale attribué à chaque Malien lors de l'opération de recensement de 2009. L'urgence du scrutin du 28 juillet n'a pas permis l'élaboration de vraies cartes d'électeurs. Le principe de la carte NINA a donc été retenu de façon consensuelle par le gouvernement et la classe politique. Pour faciliter l'usage de ces 2 solutions informatiques, environ 500 jeunes seront déployés dans les différentes communes. Ils seront équipés de téléphones, d'ordinateurs portables et de lecteurs de code-barre, une action qui s'impose dans un pays où le taux d'alphabétisation est estimé à seulement 31% par l'UNICEF. Et sur place au Mali, les 4 agents électoraux enlevés samedi dans la région de Kidal, au nord-est du Mali, par des hommes armés, ont été relâchés. Et puis au Burkina Faso, le mouvement Y en a marre fait parler de lui, des images pour en témoigner. Connus pour leur engagement contre le régime de Blaise Compaoré, 2 chanteurs burkinabés ont annoncé la création du Ballet citoyen, un mouvement contre la malgouvernance inspiré du Y en a marre sénégalais. C'est un mouvement qui a été mis en place pour répondre à une certaine injustice sociale, à la crise qu'on est en train de traverser jusqu'en horizon 2015. Ça s'impose parce que, si vous voulez, il n'y avait pas de structure susceptible d'aspirer toute cette jeunesse combative qui avait besoin de changement. Assainir pacifiquement le Burkina Faso avec un nettoyage démocratique, économique et financier des institutions. Créé il y a une dizaine de jours à peine, le mouvement compte déjà plus de 2000 adhérents. Nous, on agit de façon spontanée. Une démocratie, c'est le respect de la Constitution
Raison pour laquelle on s'élève contre la modification de l'article 37, on s'élève contre le Sénat, on s'élève contre la malgouvernance. On rêve d'un Burkina normal. La succession du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987 agite de plus en plus le Burkina Faso. Une révision de la Constitution permettrait au président de se représenter en 2015. La jeunesse citoyenne se mobilise. Place maintenant au Dimanche Magazine. Sachez que la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire le mercredi 19 juin dernier. La maladie a été pendant longtemps orpheline. Découverte en 1905, c'est 100 ans après qu'elle est reconnue comme problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, cette affection touche 14% de la population. Comment se manifeste la drépanocytose? Comment se fait la prise en charge? Pour en parler, nous recevons le professeur Kofi Gustave, président de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Bonjour, professeur. Bonjour. Qu'est-ce que la drépanocytose? Eh bien, pour répondre à votre question, je voulais avant tout, si vous me permettez, rendre un vibrant hommage au professeur Sangara Madou, paix à son âme, qui nous a quittés, et qui s'est battu depuis de nombreuses années pour faire en sorte que cette maladie orpheline soit reconnue aujourd'hui comme un problème de santé publique. Alors, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'abord d'une maladie génétique qui touche le globule rouge. Et qui dit maladie génétique, c'est une maladie qui est transmise de parents en fils. Et c'est une maladie qui touche l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine normale, chez un sujet sain, est l'hémoglobine A. Et cette hémoglobine A est remplacée par une autre hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Et le mot S vient du terme cycle, qui est un terme anglo-saxon, qui signifie cycle cell disease. Et en grec, le terme cycle désigne drépanos, d'où le terme drépanocytose, qui signifie la maladie du globule rouge déformé en croissante de lune ou en fossile. Et comment reconnaît-on cette maladie génétique alors? Alors c'est une maladie qui se reconnaît par son histoire, parce que c'est une maladie génétique, comme je l'ai dit, elle est transmise, n'est-ce pas, de père en fils. Et donc, dès l'enfance, les premiers symptômes vont se manifester, notamment chez l'enfant aux alentours de 6 mois, où l'enfant naît, il est constamment anémié, et c'est un enfant, n'est-ce pas, qui est grincheux, et qui va présenter les premiers symptômes de la maladie, qui sont des symptômes qui vont toucher d'abord le dos des mains et le dos des pieds, qui vont être tuméfiés, et une douleur au niveau du ventre, et l'enfant sera constamment anémié avec un ictère et un ventre qui est distendu. Donc c'est une maladie qui présente non seulement des signes liés à la douleur de la drépanocytose, mais en plus, il s'agit d'une anémie chronique et l'enfant aura, n'est-ce pas, un retard de développement vraiment staturo-pondéral et il aura, n'est-ce pas, ses membres qui sont grêles et un faciès un peu spécial. Donc voilà un peu comment se manifeste cette maladie dès l'enfance. C'est une maladie consanguine. Quelles sont les zones de prédilection, surtout en Côte d'Ivoire? Alors vous avez dit, Delphine, tout à l'heure que c'est une maladie qui a été longtemps orpheline, puisque c'est une maladie qui a traversé toute l'époque coloniale et même post-coloniale. Et c'est une maladie qui date depuis 1905. Et ce n'est que seulement en juin 2005 que la maladie a été reconnue comme un problème majeur de santé publique. Alors donc c'est une maladie d'abord qui touche près de 120 millions d'individus au monde et dont les 2 tiers sont situés en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que dans une zone qu'on appelle la ceinture cyclémique de Lehmann, qui est une zone qui est superposable à la zone d'endémie palustre. Et donc, dans cette zone-là, les taux de prévalence sont au-dessus de 10%. Et les taux les plus élevés sont en Afrique centrale, notamment entre 30 et 40%. En Côte d'Ivoire, les études qui ont été réalisées par le professeur Kaban et le professeur Sangaré à l'époque, dans les années 1967, ont permis, n'est-ce pas, de noter qu'il y avait une répartition inhomogène de la maladie. C'est ainsi que les taux de prévalence les plus élevés sont situés au nord, à l'est et au centre. Des images. Hein. Voilà les images. Donc les taux de prévalence, c'est au nord. Au nord, nous avons des taux de prévalence qui vont de 14 à 20%. Au centre, c'est aux alentours de 8 à 10%. Et à l'est, on a des taux de prévalence qui vont jusqu'à 12%. Mais la maladie est rare à l'ouest, où le taux se situe aux alentours de 2%. Et au sud, le taux est aux alentours de 4%. Donc vous voyez qu'au sein même de la population ivoirienne, il existe une inégale répartition de la maladie. Et ce qui fait dire que vraiment, il y a des facteurs, n'est-ce pas, qui vont œuvrer, n'est-ce pas, à l'émergence, n'est-ce pas, de cette maladie. Et on le disait tout à l'heure, c'est une maladie orpheline. Pourquoi a-t-elle bénéficié de peu d'intérêt? Alors, de peu d'intérêt, comme ça, c'est une question qui est très importante. Pourquoi peu d'intérêt? Puisque c'est une maladie avant tout du noir.
Alors, comme on l'a décrit à l'époque, il existait d'abord les foyers originels et l'Afrique noire a été, n'est-ce pas, le berceau, n'est-ce pas, de l'humanité. C'est le berceau, n'est-ce pas, des hémoglobines anormales. Et donc, c'est une maladie du noir avant tout. Et qui ne touche pas, n'est-ce pas, la population race nord-européenne. Et donc, c'est dit que vraiment pendant longtemps, la maladie est passée silencieuse. Et ce n'est que récemment, n'est-ce pas, en juin 2005, lors du combat qui a été mené par les premières dames d'Afrique, notamment Mme Wade, Mme Denis Sassou Nguesso et leur époux, n'est-ce pas? Et c'est grâce à ces voix-là que l'OMS, l'UNESCO et l'ONU ont reconnu qu'il s'agissait déjà d'une priorité de santé publique. Donc il fallait, n'est-ce pas, mener des actions pour faire en sorte que cette maladie soit reconnue en tant que telle. Et c'est 100 ans après que cette maladie a été reconnue. On dit généralement que le drépanocytaire a une durée de vie très courte. Alors, effectivement, dans les écrits anciens, on disait que le malade drépanocytaire ne dépassait pas 20 ans. Et cette notion est aujourd'hui obsolète, elle est dépassée. Puisqu'à l'époque, la maladie n'était pas connue et donc il n'y avait pas, n'est-ce pas, de prise en charge efficiente. Et aujourd'hui, avec les progrès qui ont été réalisés depuis des années durant, eh bien aujourd'hui, le malade drépanocytaire a une espérance de vie qui est presque superposable à l'espérance de vie du sujet sain. Donc, grâce aux progrès qui ont été réalisés, n'est-ce pas, dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, cette maladie, n'est-ce pas, du fait de la razzia d'esclaves de l'Afrique vers le Nouveau Monde, notamment aux États-Unis, eh bien, les Américains, n'est-ce pas, se sont intéressés à cette maladie. Et donc, c'est ce qui a fait que les travaux réalisés ont permis de booster un peu, n'est-ce pas, la connaissance de cette maladie et faire en sorte que le pronostic de la maladie est devenu encore meilleur que par le passé. C'est une bonne nouvelle. Nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément sur la prise en charge des patients et les difficultés du centre d'hématologie, le seul centre qui reçoit les drépanocytaires en Côte d'Ivoire. Regardez. Peu connue des populations, la drépanocytose est traitée en Côte d'Ivoire. Et c'est le centre hospitalier et universitaire de Yopougon qui dispose d'un service de traitement de la maladie. Il s'agit du centre d'hématologie. Un centre d'hématologie, c'est un service qui s'occupe de la prise en charge et du diagnostic des maladies du sang. Les maladies du sang, c'est-à-dire les maladies liées aux globules rouges, avec comme chef de file la drépanocytose, les maladies liées aux globules blancs, avec les leucémies, les lymphomes et les maladies liées aux plaquettes sanguines. C'est la drépanocytose qui occupe plus de 50% des activités du service. Le suivi médical des patients au CHU de Yopougon est accompagné des services d'une assistance sociale. Cependant, le centre d'hématologie du CHU ne dispose pas de moyens nécessaires à la prise en charge des patients. C'est difficile parce que les moyens sont limités. Les parents souvent viennent, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas assez de moyens. Les ordonnances sont coûteuses et ça fait que vraiment c'est difficile pour les prendre en charge. Alors si l'État vraiment pouvait faire quelque chose pour aider ces patients à les prendre vraiment en charge, je pense que ce serait bien. Même la chambre, tout est cher et par moment on n'arrive pas à payer. Actuellement, la chambre à 3500 par jour. Donc vous imaginez si on doit passer un mois ici, combien ça fait? Sans compter la nourriture, les médicaments qu'on doit acheter. Je viens d'acheter un médicament, bientôt 5 000 francs. Les médicaments sont chers, donc on veut que l'État n'a qu'à les prendre en charge aussi. À côté des moyens médicaux déficitaires, se pose le problème du cadre d'internement des patients. L'année 2013 ayant été déclarée année de la santé par le président de la République, les malades peuvent certainement espérer. Nous venons de le voir, professeur, il y a des difficultés. Le système public de santé n'offre que des services limités, confinés dans les centres de santé hospitaliers et universitaires. Votre commentaire? Ben voilà, donc comme vous le constatez d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on vous a dit, depuis 2005, ce n'est que cette année que la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose a été célébrée grâce à notre ministre. Et donc, c'est dit que déjà, il y a un pas en avant. Alors, lorsqu'on parle des priorités de santé publique, cela suppose qu'il faut qu'il y ait un programme. Et c'est dans le cadre d'un programme, n'est-ce pas, qu'on peut améliorer de façon significative la prise en charge des malades drépanocytaires. Et donc, vous voyez que nous sommes dans un centre de prise en charge des maladies sanguines. Et dans ce centre-là, les patients drépanocytaires sont confinés, n'est-ce pas, dans un endroit. Et si bien que vraiment la prise en charge n'est pas une prise en charge tout à fait bien menée, en fait. Et donc, il s'agira, n'est-ce pas, de développer une politique, n'est-ce pas, nationale de prise en charge, n'est-ce pas, de la drépanocytose. Parce que vous voyez, l'OMS
Et l'ONU dit que la drépanocytose vient en 4e position des priorités, n'est-ce pas? Après le sida, après le paludisme, après le cancer et la tuberculose. Aujourd'hui, la drépanocytose est incluse dans les maladies non transmissibles. Ça, c'est ce qui n'est pas juste. Donc, lorsqu'on aura un programme national de prise en charge de la drépanocytose, vous verrez qu'on pourra améliorer, n'est-ce pas, de façon significative, la prise en charge et les conditions de vie des patients drépanocytaires. La drépanocytose est une maladie qui menace le cœur, les reins, les yeux, les os, les nerfs. Le traitement de la maladie nécessite donc de gros moyens. Effectivement, le traitement de la maladie nécessite de gros moyens. D'abord, il faut voir, pour ce qui est du traitement, il y a 2 aspects du traitement. Il y a ce qu'on appelle le traitement curatif et puis le traitement préventif. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une maladie génétique, à l'heure actuelle, on n'a pas la possibilité de guérir définitivement de la maladie. Hein, je vous dirai tout à l'heure. Alors, si on ne peut pas guérir la maladie, étant donné que cette maladie qui se transmet et dont les facteurs qui favorisent la maladie sont liés, n'est-ce pas, aux facteurs de l'endogamie, notamment les mariages consanguins et les mariages à risque. Donc, on peut agir au niveau de la prévention primaire pour empêcher la naissance des enfants drépanocytaires. Et donc, cela suppose qu'il faut qu'on mette en place une politique de prise en charge en insistant sur l'information, l'éducation et la communication. C'est-à-dire éviter la naissance, n'est-ce pas, d'enfants dans le couple à risque, éviter d'abord l'union des couples à risque, n'est-ce pas, éviter les mariages consanguins. Et donc, il faut permettre à ce que les gens changent leurs habitudes. Et lorsqu'on aura bloqué, n'est-ce pas, le système en amont, on va réduire de façon significative, n'est-ce pas, la naissance d'enfants drépanocytaires. L'autre volet de la prise en charge, à défaut, n'est-ce pas, de guérir la maladie, on ne peut que se contenter, n'est-ce pas, de soulager le malade. Et on soulage le malade par des médicaments. Et ces médicaments sont très onéreux, parce que c'est des médicaments qui coûtent cher. Alors, vous voyez que ce n'est pas subventionné, et la plupart des malades qui viennent dans nos centres de santé sont des malades démunis. Donc, on peut déjà essayer de calmer, d'aménuiser la souffrance du malade, mais pour l'instant, n'est-ce pas, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas guérir la maladie. Le seul moyen qui permet de guérir la maladie de drépanocytose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la greffe de moelle osseuse. Alors, la greffe de moelle osseuse, c'est une technique qui se pratique en Occident. Elle n'est pas faite ici. Elle coûte près de 80 à 100 millions de francs CFA, la greffe de moelle osseuse. Et lorsqu'on réussit à mobiliser les moyens, il faut trouver un donneur. Alors, pour trouver un donneur dans une famille où tous les enfants sont drépanocytaires, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Et lorsqu'on trouve un donneur et qu'on a les moyens, n'est-ce pas, de faire cette greffe de moelle osseuse, eh bien, on va se retrouver confronté devant un risque de décès au cours de la technique, qui est de l'ordre de 10 à 20%. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas guérir de la maladie. Il y a un espoir de guérison qui est en cours, il y a des progrès scientifiques qui sont réalisés actuellement, qui va reposer sur une technique qu'on appelle la thérapie génique, qui est une technique qui va consister à faire cultiver, n'est-ce pas, la séquence du gène qui a été muté au niveau de l'hémoglobine, et on va introduire ce gène-là grâce à un vecteur viral au niveau du malade, et cela va permettre, n'est-ce pas, de faire produire de nouveaux globules rouges qui sont dépourvus, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique. Donc, c'est des progrès qui sont en cours de réalisation. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en attendant, il faut que toutes les composantes de la société, puisque la drépanocytose est avant tout une maladie pluridisciplinaire. Il y a tellement de complications. La drépanocytose touche tous les organes, que ce soit le cœur, le cerveau, le rein, le poumon. Alors, non seulement ça crée, n'est-ce pas, une invalidité. Parce qu'il y a les retards scolaires, il y a les handicaps moteurs. Et donc, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va toucher toutes les composantes de la société. Que ce soit les religieux, que ce soit les ethosociologues, que ce soit les psychologues. Donc, toute la composante de la société doit se mobiliser, n'est-ce pas, pour faire en sorte que nous puissions réduire de façon significative, n'est-ce pas, la naissance d'enfants drépanocytaires. Professeur, vous allez insister sur la prévention pour terminer. Alors, donc, la prévention va se baser sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la prévention primaire. Alors, il faut que l'État puisse imposer, n'est-ce pas, la réalisation systématique de l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est l'examen de diagnostic, chez tous les candidats au mariage. Professeur, nous voyons là des images, vous pouvez essayer de les commenter. Alors, sur cette image-là, il s'agit du mode de transmission de la maladie. Et là, en rouge, c'est l'anomalie, n'est-ce pas, du globule rouge. Alors, nous avons le père et la mère. Alors, l'anomalie S, le S qui est là, peut être transmise à la descendance. Quand vous avez un couple à risque, le risque de mettre au monde un enfant malade drépanocytaire est de 25%. Il est de 50% pour que les enfants portent le même trait, c'est-à-dire portent le trait de la drépanocytose. Et on a une chance de 25% d'avoir un enfant drépanocytaire normal. Mais ça, c'est un risque qui s'apprécie au moment, n'est-ce pas, de la fécondation. Ce n'est pas en termes d'enfant, vous voyez. Et donc, c'est important d'abord d'insister sur cet aspect des choses. Aux États-Unis,
ils ont réussi, n'est-ce pas, à inculquer, n'est-ce pas, depuis le bas âge, au niveau préscolaire et au niveau scolaire, pour faire comprendre aux enfants que si vous êtes AS, il faut éviter de rencontrer quelqu'un qui est AS pour mettre au monde des enfants malades. Donc je pense que l'État doit imposer. Aujourd'hui, dans la religion catholique et la religion musulmane, avant le mariage, n'est-ce pas, on impose, n'est-ce pas, à tous les prétendants au mariage de réaliser systématiquement leur test de l'électrophorèse et de l'hémoglobine. Et je pense que l'État doit imposer cela dans toute la composante de la société pour que, n'est-ce pas, nous puissions empêcher la naissance d'enfants malades, parce que ces enfants qui sont malades ne demandent pas à venir, ils vont souffrir toute la vie. Et je crois que si on peut l'éviter, ce serait vraiment l'idéal. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. La prévention demeure, selon les spécialistes, la meilleure thérapie pour ne pas donner naissance à des enfants dont l'espérance de vie reste problématique. Attention au mariage entre cousins. Contrairement aux autres affections qui, de façon générale, s'imposent à toute victime, la drépanocytose peut être évitée en réalisant l'examen de sang appelé électrophorèse de l'hémoglobine avant la conception d'un enfant. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.